Une chose, c'est que la situation ne peut pas durer comme ça. Elle a été mise en évidence notamment avec la Covid-19 qui a montré que le système tel qu'ils l'ont conçu est un système qui ne peut pas tenir, mais qui, de toutes les manières, doit tenir pour eux. C'est ça toute la problématique. C'est que de notre côté, c'est un système qui ne peut pas tenir et qu'il faut impérativement et rapidement changer. Et de leur côté, il faut surtout que ça ne change pas. Surtout que ça ne change pas, parce que comme tu dis, c'est une dimension mondiale. La spécificité de la France, c'était sa sécurité sociale. La spécificité de la France, ça avait été d'avoir un système qui fait qu'on répond d'abord aux besoins et on cherche les financements pour avoir les moyens. Et cette logique a été inversée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le fait d'inverser la logique besoin-moyen a entraîné une inversion de conception même de la santé, qui n'était pas, en France, était depuis même y compris l'époque mutualiste, c'est-à-dire l'époque ouvrière, qui essayait de mettre en place des systèmes coopératifs, des systèmes qui permettaient de faire branche par branche, ou comment on dirait aujourd'hui, et en tout cas métier par métier, de trouver des formes d'entraide. Cette forme d'entraide, Ambroise Croizat, le Conseil national de la résistance, a dit que ce n'est pas le meilleur moyen, ou plutôt c'est le meilleur moyen, mais à condition de l'élargir à tout le monde. Que ce ne soit pas simplement une entraide entre métiers, mais soit bien une entraide entre les populations d'un pays, et en l'occurrence, y compris dans notre vision, aussi au plan mondial, mais on en parlera peut-être dans un autre débat. Cela étant, ce qui est vrai, c'est que cette conception-là a amené à deux choses. La sécurité sociale a amené obligatoirement à se poser la question pour le patronat, comment faire pour récupérer deux choses. Un, la sécu, c'est-à-dire l'argent de cette sécurité sociale, qui représente quand même des centaines de milliards. Et deuxièmement, comment récupérer la santé qui était passée de les mêmes conditions publiques. Parce que la sécurité sociale a financé des années 46 pour la reconstruction de la France jusqu'aux années 80, les CHU, etc., des hôpitaux. Elle a financé la santé. Tout ça a été fait à cette époque-là, encore, avec de l'argent public pour le public. Pas avec l'argent public pour du privé, avec l'argent public pour le public. Ce qui fait que le secteur public s'est trouvé important et le secteur privé en France était devenu très mince. Si vous voyez dans la même période, dans d'autres pays, y compris en Allemagne, où à part le NHS, qu'ils ont fait la même chose, hein, ils ont démoli ces derniers temps, mais aux États-Unis et ailleurs, ils ont imposé, et c'est ce qu'a fait aussi le FMI avec tous les services publics. Chaque fois qu'elle renégocie des dettes des pays, elle imposait la privatisation. Et la première des privatisations qu'elle imposait, pour moi qui connais un peu particulièrement l'Amérique latine, en Amérique latine, quasiment toute la santé est privatisée. Et quand je vous dis elle est privatisée, ça veut dire au Chili par exemple, il n'y a quasiment pas de secteur public. Il y en a un minimum pour les indigents, pour les gens pauvres, pour les gens en difficulté. Mais le système de santé, il est considéré comme privé. Et si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas d'assurance, il n'y a pas d'assurance sociale, il n'y a pas de sécurité sociale. Une des revendications aujourd'hui dans les pays où il y a un passage à gauche, comme en Colombie ou au Chili ou ailleurs, c'est une sécurité sociale. Donc notre sécu, elle était véritablement révolutionnaire et elle permettait de répondre aux besoins. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il fallait déconstruire. Et la déconstruction, elle s'est faite par étapes. Je ne vais pas vous reprendre toutes les étapes, mais parmi les étapes importantes, tu l'as cité, c'est la question de l'ONDAM et le PLFSS. C'est-à-dire de la reprise en main par l'État des dépenses. Mais à partir en imposant qu'il y ait une restriction dans les recettes. Et c'est cette double logique aussi qui est problématique. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il ne faut pas que le patronat paye plus, il faut que ça lui rapporte en pouvant créer des établissements de santé privés en privatisant le maximum, mais de l'autre côté, il ne faut pas que les dépenses publiques soient importantes, parce que si les dépenses publiques étaient importantes, il fallait monter les cotisations sociales. Alors l'objectif, c'est de descendre les cotisations sociales et en même temps voir les éliminer pour passer à la fiscalisation, c'est-à-dire au contrôle par l'État. Et on n'est plus dans le contrôle des travailleurs. Ce qui m'amène à la deuxième problématique qui a été prévue et qu'on retrouve très fort dans la loi HPST notamment, mais qui était déjà avec les ARH, les agences régionales d'hospitalisation, qui ont été les prémices, et c'est pas comment dire, anodin, qu'on a commencé à créer des ARH avant de créer les ARS. C'est-à-dire qu'on a commencé à essayer de trouver les moyens de ligoter la médecine publique, de ligoter l'hôpital public, parce que c'est celui qui quand même coûte le plus, et c'est normal, et pour pouvoir après, effectivement, pouvoir ligoter l'ensemble du système de santé. Donc cette dimension-là, elle s'est posée sur le thème véritablement d'un renouvellement de la gouvernance. Vous parlez de la gouvernance. En fait,
jusqu'à y compris la loi HPST, elle prévoyait, et les lois suivantes, hein, la loi Touraine, la loi de Buzyn, je ne vais pas vous les prendre tous, ils sont tous sur la même logique, ils ont tous fait la même chose, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient de droite, ils ont construit un système, et d'ailleurs regardez, il n'y a pas une loi depuis Mitterrand, et même on peut dire Giscard avant, mais c'est surtout à partir de Mitterrand notamment, aucune loi, quel que soit le président, quel que soit le gouvernement, qui a été remis en cause par le gouvernement d'après. Des fois, on arrive dans un baillion, on dit on va changer. Non, c'est à chaque fois on rajoute une pierre et qui va dans le même sens. Buzyn ou Touraine ont fait la même chose que Bachelot avec la loi HPST, qui a fait la même chose que Rocard, etc., tous ceux qui sont passés avant. Donc pourquoi? Parce qu'il fallait absolument changer la gouvernance. Et pour changer la gouvernance, il fallait transformer effectivement les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de soins, en les mettant sous la tutelle de l'économie, sous la tutelle non seulement des DRH, mais aussi de la restriction des budgets. Parce que ces budgets, cette course au budget permanente est aussi un véritable problème. Et dans cette problématique-là, on a introduit la notion de dette des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on n'a plus permis aux hôpitaux d'emprunter dans des conditions normales, et donc à 0%, on les a obligés à emprunter dans le privé et d'emprunter avec des taux usuriers, rappelez-vous les emprunts toxiques. Donc on est devant une double logique. D'un côté, on les met en dette, on les oblige à faire des restrictions, on met des budgets en difficulté avec l'ONDAM et avec après la T2A pour encore mieux corseter et orienter le type de soins, et puis on crée le PLFSS pour pouvoir gérer l'ensemble. C'est cette logique-là que nous on veut casser au Parti communiste français. Et on veut la casser en commençant par casser l'omerta, ce que nous appelons à la coordination de Mondor, puisque je suis aussi le porte-parole de la coordination de Mondor, c'est-à-dire de tous les hôpitaux du secteur du Val-de-Marne. On a une structure de coordination très forte et avec un seul porte-parole, ce qui est important et qui parle au nom aussi bien des élus, des syndicats, etc. Et ce qu'on dit nous, c'est la première des choses, briser l'omerta au sein des hôpitaux. Il faut que la parole se libère. C'est pour ça que je pense que c'est important, y compris ici, que la parole se libère. Il faut que si les gens ne comprennent pas qu'ils ont des choses à dire et que c'est dans les 10 ans que les choses vont s'améliorer, parce que nous, les politiques, on peut faire toutes les propositions de la Terre. Moi, je peux vous en citer, j'en ai 3 pages là, de propositions. On peut faire toutes les propositions. Ça ne servira à quoi si on n'a pas le pouvoir? Ça servira à quoi si les syndicats n'ont pas les moyens? Or, un des objectifs des GHT, un des objectifs des regroupements hospitaliers, ça n'a pas été seulement de fermer des lits, des services, mais aussi de regrouper les directions. En regroupant les directions, par la loi, ils ont regroupé les directions syndicales. Bah oui, s'il n'y a qu'un seul GHT, il doit y avoir un seul syndicat. Et donc, partant de là, ils ont limité le nombre de délégués syndicaux. C'est pas qu'ils ont limité les syndicats s'ils voulaient les créer, ils pouvaient tout les créer, mais ils n'avaient pas de moyens. Et donc, en limitant le nombre de syndicats, ça fait que les syndicalistes dans les hôpitaux sont débordés. Ils ne peuvent plus prendre en compte le nombre de cas qui leur vient tous les jours, puisque les DRH ne font pas leur job. Et au contraire, ils font un job qui va à l'encontre de l'intérêt. D'où la souffrance des soignants, parce qu'ils sont d'un côté mis en difficulté vis-à-vis de l'établissement, et ils sont mis en difficulté vis-à-vis de leurs propres collègues, puisque entre l'omerta pour sauver son poste ou ne pas créer de vague, et les syndicats qui n'ont pas les moyens d'aller dans tous les services et de pouvoir récolter, on est dans une situation de repli sur soi qui crée une énorme souffrance psychologique. C'est pas les copains qui me diront le contraire. Et cette souffrance-là se traduit par quoi? À un moment donné, l'abandon. C'est-à-dire, je m'en vais. Et cette perte d'emploi, on est aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, enfin d'une manière générale, je crois que c'est la PHP, on est à 62 000 postes vacants. Le nombre de postes vacants est énorme, énorme. Alors, dans le même temps, il n'y a pas des formations, et ça aussi, c'est une vraie problématique. On a fermé des IFSI, on a fermé toutes les structures de formation. Il faut retrouver ces structures de formation. Pour ça, il faut redonner des moyens. Donc vous voyez, on est devant une double logique. Libérer la parole, faire en sorte que les gens interviennent, et notamment le 22 septembre prochain, par exemple, avec le mouvement syndical hospitalier qu'il va y avoir à la CGT notamment. Mais au-delà de ça, il faut aussi casser la structure qui est mise en place maintenant depuis 20-25 ans, c'est-à-dire d'étatisation de la santé, et non seulement de fiscalisation, mais en même temps de contraintes financières. Et des contraintes financières qui nous semblent pouvoir être dépassées. Je prends l'exemple, un truc tout bête pour les hôpitaux, la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires n'a aucune raison d'exister sur les hôpitaux. C'est quand même 45 milliards.
c'est pas rien la taxe sur les salaires dans les hôpitaux. C'est-à-dire que, en fait, on applique aux hôpitaux ce qu'on applique dans le privé, ce qui est absurde. Ce qui est absurde, puisque c'est l'argent de la Sécu qui revient à la Sécu. Il y a un moment donné qui ne va pas. Par contre, c'est perdu pour les hôpitaux. Et après, ça les met en situation d'aide. Donc on a la taxe sur les salaires qu'il faut changer. Mais il y a, à notre avis, véritablement à repenser aussi toutes les modélisations qui sont mises en place, qui ont été mises en place notamment par la HAS. La Haute Autorité de Santé a été, à un moment donné, même si elle peut être intéressante sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan de l'économie, c'est un instrument de normalisation. Cet instrument de normalisation entraîne aujourd'hui le fait que les hôpitaux se retrouvent devant des protocoles. Et ces protocoles-là ne sont pas faits pour répondre aux besoins des patients, ni à la logique des soignants, mais pour répondre à des logiques de finances. Donc vous voyez les propositions du Parti communiste français, qui peuvent s'égrener, comme je l'ai dit, par différents moyens. Il faut qu'on les reprenne sur des logiques simples. Les logiques simples, c'est redonner la parole aux gens, redonner des moyens et arrêter la casse de la sécurité sociale. À partir du moment où on a ces 3 points-là, on peut commencer à reconstruire. Par contre, dire aujourd'hui, on va mettre des luttes, mais c'est des luttes pour freiner, c'est des luttes de défense, c'est pas des luttes pour changer. Or, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui en France maintenant, c'est un véritable changement, et un changement qui ne reprend pas obligatoirement à revenir à la Sécu de 2020, du XXe siècle, c'est de passer à une sécurité sociale, une protection sociale du XXIe siècle, c'est-à-dire celle qui va aller encore plus loin que la sécurité sociale qui a été mise en place par Ambroise Croizat. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à un système où il y a des mutuelles, et pour eux d'ailleurs comme pour nous, il faut la sécu à 100%, il faut du 100% sécu. Donc vous voyez, il faut repenser dans la proportion vers le futur et en même temps, par là même, reprendre ce qui est en train ce qui se casse au niveau de l'hôpital. Et ce qui est au niveau de l'hôpital et du secteur de la médecine de ville, car n'oublions pas que c'est ce couple-là qui aujourd'hui, avec le PLFSS et avec leur conception de la santé et les ARS, c'est ça qu'ils essayent de maintenir. C'est-à-dire une pression de l'un vers l'autre. Et on le voit bien dans les moments de crise. On joue sur les deux comme on joue aujourd'hui avec des urgences. Il y a aujourd'hui véritablement une logique qu'il faut inverser. Et ça, nous soignants, nous patients, on le sait, mais le citoyen politique l'oublie. C'est-à-dire que ce qu'il vit comme patient ou ce qu'il vit comme soignant, il ne le transforme pas en dimension politique. Il ne le transforme pas en engagement politique. Il ne le transforme pas en lutte politique. On est sur la lutte syndicale, défensive, avec des propositions, bien entendu. Bien sûr, la CGT et les autres organisations syndicales ont des propositions fortes qui se retrouvent souvent avec celles que nous faisons. Mais elles restent enchaînées obligatoirement sur le terrain. Ils ont tellement de pression sur le terrain par les personnels, par ce qui se passe. Il y a cette perte de vue. Localement, j'entends, je ne parle pas au niveau national, bien entendu, mais localement, cette perte de vue de l'engagement politique. Je pense que cette fête de l'humanité et le travail que nous faisons en ce moment doit nous amener à reprendre l'engagement politique et partir sur la victoire de la NUPES, partir sur le fait que nous avons déclenché peut-être un espoir chez les gens que la gauche peut retrouver le pouvoir, pour pouvoir créer aussi l'ambition de ne pas attendre ça, pour que les luttes sociales permettent dès maintenant de créer les changements. Mais les changements sur le fond, en même temps que sur la forme localement. Merci Fabien, Amama, de à la fois éclairer un peu les logiques du système, simplifier tout ce qu'on subit au quotidien, et puis en même temps donner des perspectives et de l'espoir et puis de la combativité, puisqu'on en a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Jean-Claude ? Oui, sur un point concernant les médecins et le comportement du gouvernement, le manque de médecins depuis des années où il y a eu le numerus clausus, nous sommes en difficulté, y compris dans les hôpitaux, mais y compris dans la médecine de ville, et un cœur ouvert qui a été diffusé. Il y a une camarade qui a diffusé, moi je suis de Saint-Brieuc,
nous avons des médecins roumains au nombre, un peu partout. Bon, on n'a rien contre, mais ça nous pose quand même un petit problème par rapport à leur situation financière. Mais j'ai appris, alors là c'est le pompon, les médecins hors Union Européenne, alors là c'est la découverte, c'est les camarades de Pontoise de la commission santé qui ont fait un papier dans Un Cœur Ouvert, où il y a 5000 médecins hors Union Européenne. Rendez-vous compte, ils sont payés comme ceux qui ramassent des poubelles à Paris, qui viennent d'ailleurs, moins payés. Ils sont payés 1400 € pour 50 heures. Et actuellement, la situation qui leur est réservée, c'est comme la bataille des fachos et compagnie, c'est de les renvoyer dans leur pays alors qu'on manque de médecins. Il y a cette branche-là, ce problème-là, dont nous ne mesurons pas la gravité de la situation dans la 6e puissance du monde. C'est un scandale, mais y compris les gens ne mesurent même pas dans quelle situation ils sont. Bon, ils pensent que la Sécu c'est la carte gratuite, mais maintenant il y a la carte bancaire qui remplace la carte verte. Ah, voilà ce que je voulais dire. Merci Jean-Claude. Il y a une demande d'intervention de monsieur à notre droite. Ici, un premier. Madame, ensuite. Oui, bonjour, donc je suis Benoît Martin. Donc j'ai une double casquette, je suis à la fois le trésorier de l'association Rendre le soin aux soignants, qui s'est constituée en même temps, au moment de la parution du livre. Voilà. Et puis je suis aussi secrétaire général de l'UD-CGT de Paris. Et donc voilà, c'était une réflexion sur la démocratie sanitaire, ou l'absence de démocratie sanitaire. Je pense qu'il faut rendre le soin aux soignants, et qu'il faut donner aussi à tout le monde, à tous les citoyens, l'accès à un débat sur la santé publique, le système de santé. Donc il y a les soignants, il y a les personnels de santé non soignants, et puis il y a aussi tous les usagers, les patients et les assurés sociaux que nous sommes également. Voilà. Il y a bien des lieux où on délibère de questions de santé, par exemple en tant que syndicaliste, je pense au conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, sauf que ces caisses, déjà sont paritaires avec des syndicalistes et des représentants du patronat, mais en plus, ça a été dit tout à l'heure, il y a l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie qui corsette totalement et qui réduit à peau de chagrin les marges de manœuvre qu'on a dans les CEPAM, par exemple dans les conseils d'administration des CEPAM. Et donc, donc on fait de la figuration quelque part, on paie dans des comités aussi d'usagers des hôpitaux, etc. Mais où est le pouvoir, où est vraiment le moyen d'intervention? Donc je pense qu'il faut vraiment donner donner du débat public, de la délibération publique, et puis prendre des choses en main. Donc c'est vrai que le 22 septembre, il y aura une journée d'action des personnels de santé et de l'action sociale. Voilà. Mais ce jour-là, par exemple, à Paris, sur le parvis de l'hôtel de ville, parce que Madame la maire de Paris préside le conseil de surveillance de la PHP, et le siège de la PHP est juste à côté, il est en train de déménager d'ailleurs, et d'être démantelé. Mais donc on va faire des prises de parole syndicales, mais pas seulement des personnels de santé. On veut aussi que tout le monde puisse s'exprimer sur les besoins en santé qui ne sont pas satisfaits, sur la nécessité d'une démocratie sanitaire. Et donc voilà, mais c'est une étape, mais je pense que c'est important de le faire partout en France, de se mobiliser le 22, ensuite le 29, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un épuisement aussi syndical, dans les hôpitaux en particulier. Mais il y a toujours des camarades qui continuent, la lutte évidemment. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi une mobilisation beaucoup plus large des citoyens et des assurés sociaux, me semble-t-il. Merci. On avait une autre demande d'intervention, deux autres demandes d'intervention, et puis après on passera la parole à Mama et à Fabien pour faire un tour de conclusion sur tous vos questionnements et interventions. Bonjour, Bruno Notant, je suis ancien médecin des centres de santé dans les Valoises. Il y a des problèmes que Fabien vient de dire, parce que je suis un peu tard, mais il y a un problème aussi, qui semble-t-il n'a pas été évoqué, c'est le problème des intérimaires en hôpital. On a parlé des médecins étrangers qui touchaient 1400 € pour 50 heures. Il faut savoir qu'il y a aussi dans les hôpitaux
un vrai boulet à tirer, ce sont les médecins intérimaires qui gagnent jusqu'à 4 000 € pour une garde de 24 heures. Voilà. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important parce que ça illustre aussi une orientation de la politique actuelle de santé. Et puis il y a un autre débat également sur l'aspect démographique. L'aspect démographique, c'est-à-dire en termes de quantité d'effectifs du médecin, n'est pas le problème principal. Il n'a pas été anticipé, il a même été freiné par la mise en place d'une explosion. Mais il y a un facteur qui n'a absolument pas été anticipé, tout l'aspect, le départ massif des médecins baby boomers, c'est-à-dire une itinération, Fabien, c'est ce que tu l'as peut-être évoqué. Mais il y a aussi l'aspect du changement de pratique médicale, c'est-à-dire des médecins qui, notamment grâce à l'arrivée de nombreuses femmes dans le métier, qui refusent de travailler comme on travaillait dans les anciens temps, c'est-à-dire de travailler 6 jours sur 7 à 60 heures par semaine ou 70 heures par semaine. Voilà, ça c'est un aspect aussi qui n'a pas du tout été anticipé, qui fait appel à des revendications, mais qui ne sont pas vraiment portées par le corps médical. C'est-à-dire que chacun se débrouille pour avoir la meilleure place au soleil. Il n'y a pas de problème pour trouver des médecins dans le 7e arrondissement ou à Nice, dans le PACA. Par contre, nous, en Bretagne, par exemple, pour avoir un rendez-vous en spécialité à moins de 8 mois, c'est une catastrophe. Voilà. Merci monsieur. Madame avait demandé la parole aussi.